Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce samedi, les 16h30 en Algérie, 17h30 en France. Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Sans Frontières sur Aouras TV. Je vous rappelle bien évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook, abonnez-vous, et la page YouTube d'Aouras TV. On va revenir sur les faits marquants de cette semaine, à commencer par vendredi dernier, c'était donc le 1er mai, il y a 8 jours exactement. Les téléspectatrices et les téléspectateurs algériens ont une nouvelle fois assisté à un grand moment de télévision et avec pour prime une grande démonstration d'interview. Le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune et 4 journalistes se sont donné rendez-vous, un rendez-vous qualifié par la toile, par les observateurs, par plusieurs spécialistes, d'autres confrères journalistes et puis tout simplement les internautes et les téléspectateurs de manque de contenu, de manque d'éléments, de contradictions ou encore des réponses à contresens, sans compter le manque de pertinence des journalistes qui a été très critiqué. Sur la forme, un moment de télévision entre un président et 4 journalistes triés, bien évidemment. Une interview qui s'est faite en 2 parties. Vous le savez, en général, lorsqu'on reçoit un chef d'État, les interviews sont en live, en direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quoi derrière monter, par exemple. C'est a priori du direct. Là, ce n'était pas le cas. Une interview donc enregistrée en 2 parties. Alors, une question s'est bien évidemment posée, qui a fait polémique. Pourquoi ne pas faire de direct ? La crainte, peut-être, de voir le président Abdelmadjid Tebboune se faire piéger. Alors que le 3 mai dernier, c'était la journée internationale de la libération internationale de la presse, les journalistes algériens, les journalistes algériennes ont de plus en plus de mal à faire leur travail. On va en parler avec nos invités. Une presse opprimée, étouffée. Une pensée bien évidemment pour des journalistes à l'heure actuelle incarcérés. On va revenir sur le cas de Khaled Drareni, Sofiane Merakchi ou encore le blogueur Walid Keshida. Et bien évidemment une pensée à notre confrère, collègue, ami, journaliste Sami Abdellah qui est en prison maintenant depuis plusieurs mois. Et puis en deuxième partie d'émission, nous rendrons hommage à un homme de cœur, un artiste engagé qui a chanté l'amour, l'espoir. De génération en génération, ces textes, ces mélodies resteront dans le cœur, dans nos âmes pour encore des décennies et des décennies. Un de ses plus grands tubes que vous connaissez tous, Avavainouva, a fait le tour du monde rapidement dès ses premiers mois de sortie. Avavainouva a été traduit exactement en 77 langues. C'était l'ambassadeur de la chanson kabyle. Idir nous a quittés donc il y a maintenant une semaine. On y reviendra. Avant de commencer cette émission, comme à chaque numéro, bien évidemment, on vous souhaite un bon ramadan. Le ramadan qui commence sa 3e semaine, Sahar Ramadan Mubarak. Et puis, vous le savez que le prophète était très proche de l'écologie, en tout cas du partage, de la générosité. C'est ce que font des millions et des millions de musulmans dans le monde. Mais parfois, on a tendance à gaspiller. Donc, je vous propose de revisionner ce spot anti-gaspillage. Donc, au lieu de gaspiller, pensons à nos voisins ou alors, pourquoi pas, réutiliser les ingrédients pour préparer d'autres recettes. Un milliard de personnes souffrent de la faim et de malnutrition. Un tiers des aliments produits dans le monde ne sont jamais consommés. 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées en France chaque année. Au Maroc, près de 50% des aliments finissent à la poubelle. En Tunisie, 850 000 baguettes sont gaspillées chaque jour. En Algérie, le pain jeté représente une perte de 40 millions de dollars chaque année. Au Bahreïn, 40% des plats finissent à la poubelle. En France, les dépenses alimentaires d'une famille musulmane augmentent de 30% pendant le mois de Ramadan. On ne mange pas 3 fois par jour, comme en temps normal. On mange beaucoup moins et on se suffit de beaucoup moins. Pour moi, le Ramadan est un mois béni. C'est Shahr al-Taqwa, c'est le mois de la piété. Il est un mois de spiritualité et de partage. L'abstinence, le contrôle de soi. Tomber dans la surconsommation, c'est vraiment contradictoire avec ce travail d'entraînement sur soi-même. Donc chacun d'entre nous devrait réfléchir à réduire sa consommation. Se maîtriser appelle au bon geste et à l'épanouissement de soi et de sa famille. Et se concentrer sur sa démarche spirituelle et sur sa relation à Dieu. Allah Azza wa Jalla a dit wa la tusrifu. Mangez et buvez sans gaspiller. Un ramadan sans gaspillage, une consommation juste, une consommation surtout qui sera bénéfique pour notre spiritualité et pour notre corps. Ensemble. 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 Pour le Ramadan, sans gaspillage.
Voilà, évitez de gaspiller. Sahaf Torkoum, bien évidemment, j'aurai le plaisir de réitérer mes vœux. On est à quelques minutes, maintenant quelques heures, donc de casser le jeûne avec nous. Donc pour évoquer cette première thématique, on va revenir sur la presse qui est de plus en plus étouffée. Vous l'avez vu, le titre, Algérie. La liberté de la presse étouffée en Algérie, avec nos invités, donc Souhaib Khayati, qui est le directeur Afrique du Nord de Reporters sans frontières, qui est avec nous, Nassim Messaoudi, ingénieur numérique et militant politique, et Massinissa Amraoui, ingénieur informatique et membre de Action citoyenne pour l'Algérie. Bonjour à tous les trois. Souhaib Khayati, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, merci de votre présence. Je rappelle donc vous êtes directeur Afrique du Nord, Reporters sans frontières. Je vais saluer bien évidemment Nassim Messaoudi. Bonjour Nassim. Bonjour Chaben et merci encore pour l'invitation. Bienvenue à vous, j'ai le plaisir de vous recevoir ici quelques fois sur ce plateau, mais on le sait, confinement oblige. Crise sanitaire, donc les gestes barrières sont prioritaires, la santé avant tout. On a d'ailleurs une pensée à nos frères et sœurs en Algérie, puisque les conditions ne sont pas simples pour faire face à cette crise sanitaire, et puis bien évidemment à tous les malades et toutes les personnes qui sont parties à cause de ce virus dans le monde entier. Et puis Massinissa Amraoui, bonjour Massinissa. Bonjour Chaban, bonjour téléspectateurs. Bienvenue Massinissa, ingénieur informatique, membre Action citoyenne pour l'Algérie. Donc, vous êtes bien placé pour savoir que la démocratie est très importante. On va commencer avec Souhaib Khayati. Alors, ce que je vous propose, avant d'écouter donc le directeur Afrique du Nord, Reporters sans frontières, on va revenir sur ce classement. Je vais demander à Abdellah de nous afficher ce classement, et les téléspectateurs vont pouvoir comprendre que même si le président Tebboune s'en prend violemment à RSF, Reporters sans frontières, qui est une ONG maintenant installée depuis plusieurs décennies et qui met en place une organisation pour soutenir et tous les journalistes de tous les pays du monde entier. Abdelmajid Tebboune s'en est pris donc à RSF, on va y revenir dans quelques instants. Et pour que les téléspectateurs comprennent, et les téléspectatrices, depuis 2013, c'est la dégringolade. En 2013, 125e sur 180, 121, 119. En 2016, 129, 134 en 2017, 136 en 2018 et 141e place pour 2019. Souhaib Khayati, bienvenue une nouvelle fois. Une première question, d'un point de vue général, comment vous travaillez? Vous avez donc, d'abord, je pense que vous faites appel un petit peu au contexte politique. Est-ce que vous pouvez lire? Mais aussi, vous avez aussi des journalistes qui sont sur place, qui vous donnent des éléments d'un point de vue général. Je pense que vous vous en prenez pas spécialement à l'Algérie. C'est pas un pays que vous détestez, ni vos collègues. Mais voilà, expliquez-nous un peu comment vous travaillez. Merci encore une fois pour l'invitation. Comme vous venez de l'évoquer, nous avons nos relais en Algérie. On a notre correspondant Khaled Drani qui est incarcéré depuis 5 semaines, je pense un peu plus, parce qu'on lui reproche de faire son travail de journaliste. C'est un crime apparemment en Algérie, et ça peut vous renseigner sur l'état de la liberté de la presse dans ce pays voisin. Souhaib Khayati, oui, avant de revenir sur Khaled Drareni, qui est bien évidemment aussi un de vos confrères et qui est aussi reporter en Algérie pour vous et d'autres médias, mais on va y revenir. Quelques éléments de réponse. Comment vous travaillez? Comment vous arrivez à déterminer dans les grandes lignes qu'un pays comme l'Algérie, puisqu'on est là pour parler de l'Algérie, a dégringolé? Et puis d'ailleurs, on se rend compte aussi, pour rappel, car on a eu le plaisir de diffuser le spot de RSF, qu'en pole position, si je ne me trompe pas, on a la Finlande, on a la Norvège. Les pays nordiques, oui. C'est quasiment toujours les mêmes. Donc, c'est toujours les mêmes, mais et puis pour vous dire que la France, qui est le pays siège, elle est classée 34e, et il a perdu de place dans le classement de 2020. Les États-Unis aussi ne font que dégringoler depuis quelques années. Donc, il y a une tendance globale qui favorise une haine viscérale envers le journalisme et les journalistes dans le monde. Cette tendance se dessine depuis 2013. Et nous, on travaille bien sûr à travers nos relais dans chaque pays. On a 130 correspondants sur 180 pays
Et on fait la veille sur toutes les exactions, sur toutes les mesures qui tendent à limiter le travail ou à faire obstacle au travail des journalistes sur toute l'année. Bien sûr, on vérifie les informations, on les croise, on essaie d'être les plus précis possible. On n'est pas là pour accompagner les fausses nouvelles ou on lutte contre les fake news. RSF prend position contre les fake news et la désinformation. Donc, on a aussi chaque année un questionnaire qui comprend 71 questions qui détaille tous les aspects relatifs à la liberté de la presse. Quand on a nos personnes ressources, on a les experts en termes de journalisme, des sociologues, des juristes qui travaillent dans le domaine qui travaillent dans le domaine des médias, qui travaillent sur les médias, qu'on interpelle chaque année pour qu'ils répondent à ce questionnaire et qui lui pose des questions très précises sur l'atmosphère de travail pour les journalistes, l'autocensure, l'infrastructure, le pluralisme, pardon. Oui. Et sur cette base, on combine c'est une combinaison entre une méthode quantitative et qualitative, pondérée aussi par l'expertise au niveau du siège et au niveau des bureaux, comme le bureau de Tunis qui couvre les 4 pays du Maghreb, et on arrive à un score qui donne une photographie sur l'état de la liberté. En tout cas, de la presse. On se rend compte que cette photographie, et nos invités vont en parler, parce que ce qui est bien avec vous, c'est que d'abord vous êtes en Tunisie, donc je voudrais aussi saluer tous nos amis et nos frères et sœurs tunisiens et tunisiennes, mais vous avez une certaine part de neutralité. Donc avant de poser la même question à mes invités, pour pas vous orienter un peu dans votre réponse, selon vous, comment vous expliquez cette chute vertigineuse d'un pays comme l'Algérie, en toute objectivité, même si on constate, et là vous pouvez aussi réagir un peu sur les attaques, les réponses qu'a apporté Abdelmadjid Tebboune, notamment avec cet argument un peu facile de faire encore appel à Robert Ménard, qui, je le rappelle, est maire de Béziers, dans le sud de la France, qui appartient donc au Front National et qui a quitté 2008. Et vous pouvez y revenir, mais je sais qu'RSF s'est longuement exprimé à plusieurs reprises en redonnant sa position. Donc, 2 éléments. Comment vous expliquez cette chute vertigineuse d'année en année, selon vous? Et puis, réagir un peu sur ce pouvoir algérien qui a du mal quelque part à accepter, qui nie totalement les faits. Maintenant, ça va faire bientôt 10 ans que c'est la dégringolade totale. Vous me posez la question, je laisse intervenir nos amis invités. Non, mais justement, je voudrais avoir un peu votre réponse d'un point de vue général sur cette chute. Selon vous, elle est due à quoi? Elle est due aux conditions de travail, elle est due à une certaine dictature, à un pouvoir qui a peur aussi. Elle est due à cette volonté de contrôler l'information. Les tentatives se sont multipliées pour essayer de faire taire toute voix discordante en Algérie durant cette dernière décennie. Il y a eu des emprisonnements, plusieurs emprisonnements pour des journalistes ont été emprisonnés, et on a invoqué des chefs d'inculpation tout à fait fallacieux, intelligence avec des pays étrangers, où c'est systématiquement les journalistes qui collaborent avec des médias étrangers ou avec des ONG internationales sont accusés de traîtrise, ce qui a aussi été le cas dernièrement lors de l'interview du président de la République Tebboune. Il y a aussi l'étranglement financier des
des derniers médias libres et indépendants, avec la suspension de la publicité publique gérée par la Régie nationale. Il y a eu plusieurs cas de censure avec tout récemment les sites qui ont été censurés et les 2 radios. Ça, c'est du tout récent. On avait espéré à un certain moment avec le Hirak qu'il y aurait une sorte d'ouverture vers les médias, pour les médias, pour plus de liberté éditoriale. Ça n'a duré que quelques semaines et on a... Oui, encore, puisqu'on a vu parce qu'il y a le journaliste effectivement en tant que tel et qui peut avoir sa carte de presse, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, tous les internautes et les personnes qui publient, qui communiquent sur les réseaux sociaux, c'est aussi quelque part, voilà, le métier s'est vulgarisé, c'est aussi une part de donner de l'information et on sait qu'en Algérie, malheureusement, il y a plusieurs internautes qui, tous les jours, sont arrêtés, kidnappés, incarcérés, tout simplement, parfois pour communiquer. Alors, excusez-moi, Souhaib, est-ce que vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin de cette première partie ou est-ce qu'il faut vous libérer? Ça dépend de combien... Il nous reste, on a 40 minutes sur cette première partie. Non, je pense que je ne pourrais pas parce que Alors je termine voilà, avec vous. Qu'est-ce que vous répondez à Abdelmadjid Tebboune qui, encore une fois, bon, c'est un peu trop facile, qui remet un peu cet argument, je le disais tout à l'heure, avec Robert Ménard. Il s'en prend quand même assez violemment. Il a vivement critiqué RSF, qui parle d'atteinte de la liberté de la presse. Alors je les connais bien, je vais le citer. Son président parle de démocratie, il ne parle pas de nous. Enfin voilà, il fait appel, il y a eu pendant ce rendez-vous un certain nombre de contre-arguments, il essayait peut-être un peu de se justifier avec vous. Qu'est-ce que vous répondez quand vous avez un président qui n'accepte pas que depuis 2013, dans son pays, je rappelle qu'il a été aussi ministre de l'Habitat à l'époque, qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, les faits sont là, il se trompe. Ménard a quitté RSF en 2008. Ce départ a été plusieurs fois commenté par RSF qui a pris ses distances de Ménard à plusieurs reprises et ça a été rendu public avec 2 ou 3 publications que vous pouvez consulter. Donc il faut qu'ils se remettent à l'heure du 21e siècle. On est en 2020. L'Algérie est un pays indépendant depuis plus d'un demi-siècle et je ne vois pas d'ingérence dans le travail des ONG internationales qui défendent les droits de l'homme, et encore plus RSF, qui est ouverte au dialogue. On veut travailler en Algérie, on veut appuyer le secteur médiatique et le journalisme de qualité en Algérie. On est disposé à accompagner les journalistes et leurs organisations fêtières et pour améliorer davantage le journalisme de qualité en Algérie. Et nous, on a beaucoup de respect pour les Algériens, pour les Algériennes et surtout pour les journalistes algériens qui ont été et qui restent une référence pour la région et le monde arabe. Mais merci. Je voudrais vous faire réagir, selon vous qui avez aussi l'habitude maintenant de travailler à RSF, au Maghreb, mais pas que, puisque je rappelle que les continents aussi, vous échangez ensemble. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, dans ces pays-là? Il faudrait un changement démocratique, le départ d'un pouvoir qui est là depuis plusieurs années. Il faudrait quelque part une démocratie pour libérer, sortir la presse notamment de cet emprisonnant, de cet étouffement que vivent les journalistes? Je pense que le pays réel en Algérie, c'est celui aussi qui a manifesté pendant 56 semaines et qui a suspendu ses manifestations parce que responsable et
est moderne, il est inscrit dans son temps. Ce hirak, c'est vraiment une expression très civilisée pour la contestation, pour demander un changement démocratique, et qui a su cesser toutes sortes d'attroupements parce que pandémie, parce que Covid-19, et le peuple algérien, les citoyens et citoyennes algériennes sont très responsables par rapport à ça. Et on vit dans une situation quasi surréelle où on assiste à un régime qui emprisonne les journalistes parce qu'ils font leur devoir de journalistes, ils remplissent leur devoir de journalistes et ils profitent de la pandémie pour les emprisonner. Donc, je pense qu'avoir répondu, il y a ceux qui sont inscrits dans la modernité, dans l'action civique, dans la contestation et la revendication civique et qui se proposent comme force de proposition, et ceux qui campent sur leur position et qui veulent que le monde, que le passé perdure, que avec une position assez rétrograde. Donc voilà, on sait de qui le changement va venir. C'est le peuple, effectivement, c'est cette jeunesse qui est présente, comme vous le disiez, voilà, responsable et civilisée. Merci. Et qui va finir par avoir raison parce que le temps est de son côté, la logique est de son côté, le bon sens est de son côté. Donc elle va finir par avoir raison. Il n'y a pas à douter de ça. Merci, on va y revenir à... Oui, allez-y. Je dis, il faudra résister, il faudra maintenir cet aspect pacifique et très civilisé qui fait la fierté des Algériennes et des Algériens et de tous les Maghrébins. Il faudra le maintenir, et nous sommes tous de tout cœur avec cette jeunesse et on espère que ça va très bientôt déboucher sur une véritable transition démocratique. Merci infiniment pour ce beau message d'encouragement. En tout cas, c'est bien parti, même si vous le disiez, il y a une pause avec cette crise sanitaire malheureusement, mais la santé avant tout, mais cette révolution va reprendre. Et puis elle continue aussi sur les réseaux sociaux, puisqu'on va en parler dans quelques instants avec Nassim Messaoudi et Massinissa. Merci à Souhaib Khayati, je sais que vous êtes en conférence, en pleine réunion, directeur Afrique du Nord de Reporters sans frontières, et encore chapeau et bravo, car nous, les journalistes, on a aussi besoin d'organisations qui nous encadrent un peu, qui nous soutiennent et qui sont aussi référents pour parler de nous, comme vous parlez actuellement des détenus, des détenus notamment journalistes, mais aussi politiques en Algérie. Alors, je vais vous proposer deux choses. On va revenir d'abord sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment sur l'expression. Donc, je vais demander à Abdellah de nous proposer à l'écran, aux téléspectateurs, donc toujours un bon rappel, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen que ce soit. Donc un petit rappel sur cette Déclaration universelle des droits de l'homme. On va écouter nos invités dans quelques instants. On va parler de l'Algérie maintenant, bien dans le cœur vraiment de cette semaine. Khaled Drareni, donc journaliste international, Reporters sans frontières. Il est aussi journaliste sur place. Il a couvert un certain nombre de manifestations, la quasi-totalité d'ailleurs. Il est aussi correspondant pour TV5 Monde, pour France 24. Il a animé plusieurs émissions. Il a reçu aussi Abdelmadjid Tebboune lorsqu'il était ministre, notamment de l'Habitat. Et il faut savoir que Khaled Drareni, c'était ce journaliste qui avait reçu Emmanuel Macron lorsqu'Emmanuel Macron, lors de ses réponses, avait évoqué ce crime donc contre l'humanité en parlant effectivement de cette guerre d'Algérie. Donc un hommage a été rendu, des journalistes du monde entier se sont mobilisés. Je vous propose une première partie maintenant et on en visualisera une tout à l'heure pour terminer en deuxième partie. Je demande aux autorités algériennes la libération immédiate et sans condition de mon confrère Khaled Drareni, emprisonné depuis la fin mars. أتضامن مع زميلي الصحفي خالد درارني وأطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وأطالب برفع القيود عن الصحفيين والإعلام المستقل في الجزائر
وفي كل أنحاء العالم. J'étais choqué d'apprendre que mon collègue Khaled Drareni avait été arrêté et juste parce qu'il faisait son travail. Avec ce message, je demande sa libération immédiate et sans condition, ainsi que la levée de toute interdiction au travail de la presse indépendante en Algérie. La liberté de presse est la condition préalable a la democracia. Me gustaría denunciar la situación del compañero argelino Khaled Drareni, fundador del sitio web de información Casbah Tribune, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 29 de marzo por el simple hecho de cubrir una manifestación pacífica en la capital. I want to ask the authorities in Algeria, North Africa, to release journalist Khaled Drareni, who has been arrested as he was covering the national protest of his fellow citizens. Please release Khaled. En cette période de crise sanitaire mondiale, je suis tranquillement confiné chez moi, mais Khaled Drareni, lui, est derrière les barreaux. Le journalisme et la liberté d'expression ne sont pas des crimes. Khaled Drareni doit être libéré immédiatement et sans condition. أطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن الزميل خالد درارني وأيضا رفع القيود عن الإعلام والصحفيين الجزائريين. Me quiero sumar al pedido de liberación del periodista argelino Khaled Drareni. Él cumplía su tarea como periodista y los argelinos tienen derecho a ser informados sobre las protestas que están ocurriendo en su país. Au XXIe siècle, la liberté de presse devrait être l'une des plus élémentaires dans tous les pays au monde, y compris en Algérie. Libérez Khaled, libérez la presse. أتضامن مع زميلي الصحفي خالد درارني وأطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وأطالب برفع القيود عن الصحفيين والإعلام المستقل في الجزائر وفي كل أنحاء العالم. There is a reason why World Press Freedom Day exists. Release Khaled Drareni. He was just doing his job. Mobilisation donc de plusieurs confrères et consoeurs journalistes dans le monde entier. On en verra une deuxième partie tout à l'heure. Nassim Messaoudi, ingénieur en numérique, militant politique via Skype. Et dans quelques instants, on écoutera bien évidemment, il nous reste une trentaine de minutes ensemble pour évoquer cette liberté de la presse totalement étouffée, bafouée. Nassim Messaoudi, vous êtes jeune, vous êtes aussi blogueur, vous avez un site, enfin vous avez aussi des réseaux sociaux, vous exprimez. Comment vous réagissez lorsqu'on a un président, un chef d'État, qui, je le rappelle, est très critiqué encore aujourd'hui et est reconnu comme illégitime? Enfin, en tout cas, l'Algérie, son pouvoir, son régime a du mal à accepter que depuis 2013, la liberté de la presse est totalement étranglée. Mon ami Chaben, je trouve ça tout à fait normal, venant d'un pouvoir illégitime, venant d'une dictature. Je pense que s'attaquer à la presse et s'attaquer à la démocratie, donc comme notre régime veut à tout prix éliminer, intimider cette belle révolution du 22 février, donc s'attaquer à la révolution, donc c'est synonyme de casser tout type d'information, et donc s'attaquer à la presse pour ne pas informer davantage le peuple algérien. Donc je le trouve déjà dans le président illégitime Tebboune a dévoilé son jeu. Je pense qu'on est en train d'assister à une régression. Je pourrais même dire que c'est pire que celle sous l'ère de Bouteflika. Une réaction, Massinissa Amraoui, donc je rappelle, vous êtes membre Action Citoyenne pour l'Algérie, on peut retrouver votre site internet et puis la page Facebook, vous parlez énormément de démocratie. Pareil, une réaction comme ça en quelques secondes. Le pouvoir algérien a totalement du mal à accepter les critiques d'organisations d'ONG, Amnesty International s'est exprimé, et puis la RSF, une réaction peut-être sur ces attaques et ces réponses assez virulente du président Tebboune. Massinissa, vous m'entendez? Ah, Massinissa, est-ce que vous... Massinissa, vous m'entendez?
Oui. Oui, très bien. Une réaction, pour ne pas refaire la question, mais une réaction un peu sur ce président Tebboune, son gouvernement. Le ministre de la Communication aussi s'est exprimé, notamment par ces organisations maintenant depuis des mois et des mois, dénoncent ces détenus, dénoncent aussi les arrestations manu militari pour simplement avoir fait leur travail de journaliste. En Algérie, on a peur de l'étranger, on a peur de voir des dossiers sortir, on n'a pas envie d'avoir des journalistes neutres. Alors, la presse et le métier du journalisme, c'est ce qui fait peur à toute dictature dans le monde. D'où la chasse actuellement qui est lancée contre tous les journalistes, tous les militants, même si demain vous faites un petit commentaire sur un réseau social, vous êtes interpellé et incarcéré illégalement. Mais voilà, donc on s'est retrouvé avec un Tebboune qui est venu nous parler de la démocratie. Je pense que elle n'est pas le mieux placé pour nous parler de la démocratie. C'est un enfant du système qui a fait toute sa carrière dans le régime que le Hirak combat actuellement. C'est une commission indépendante des élections, entre guillemets, donc son président qui a été Mohamed Sharfi, désigné personnellement par Ahmed Gaïd Salah, qui était le général le chef de l'état-major. Donc voilà, on a des militaires qui s'ingèrent dans le politique. À quoi s'attendre? Il n'est pas le mieux placé pour nous parler de la démocratie aujourd'hui. La liberté de la presse, comme il le dit, il le dit clairement. La liberté de la presse, elle est totale en Algérie. On n'a que 4-5 détenus. Et il donne un exemple comme quoi aux journalistes, c'est la première fois que des journalistes accèdent au palais présidentiel. Et pour appuyer ses propos, il dit comme quoi, voilà, vous ne payez pas les impôts, vous êtes subventionné, vous avez accès à des imprimeries, et plus de ça, on vous donne des pubs. Ce n'est pas ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, pour moi, c'est Khaled Drareni qui est en prison aujourd'hui, juste parce que il faisait correctement son travail, et le reporter de pas mal de médias étrangers, et eux, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est de domestiquer l'affaire algérienne et qu'elle reste exclusivement en Algérie. Il faut abattre le Hirak bien avant, voilà, il profite au maximum de la pandémie. Il faut abattre le Hirak bien avant la reprise. Bien avant la reprise. Parce que dire la reprise, c'est qu'est-ce qui va venir plus tard? Le monde actuellement, l'économie ne tourne plus comme avant, donc il faut s'attendre à une crise économique. Imaginez ce qui fait peur beaucoup plus à une dictature comme l'Algérie par exemple, c'est que on a un mouvement qui a commencé depuis le 16 février passé, qui a touché tout le territoire national officiellement le 22 février, qui libère des espaces, qui se politisent de plus en plus. On a remarqué des liens sociaux inédits. La société civile s'organise, se mobilise. Oui, c'est mobilisé aux quatre coins. C'est ça qui fait peur. Effectivement, cette révolution, on l'a vu maintenant depuis plusieurs mois. Et puis en fin de cette première partie, vous allez aussi revenir en quelques secondes sur ce Hirak qui devrait reprendre ou non. Mais on sait très bien que ça va reprendre. Je vais revenir vers vous, Nassim Messaoudi. On a vu pendant cette interview notamment que le président s'est exprimé et a rajouté quelques accusations sur le cas de Khaled Drareni, notamment en affirmant, en évoquant une certaine collaboration ou peut-être des relations d'intelligence avec l'étranger. Je vais rappeler bien évidemment que l'article 147 du Code pénal dit clairement qu'il faut incriminer toute personne qui sort de ses propres fonctions pour influencer les décisions de justice ou influencer le sort d'un dossier. Et ces avocats, on le disait encore en début de semaine chez mes confrères, qu'il y a lors de son audition à Khaled Drareni, il n'était pas question notamment de relations d'intelligence. Vu l'article 147 du Code pénal, c'est assez grave pour un président que lors d'un entretien, une interview, porte limite des accusations sur un dossier qui est pour l'instant en instance.
Mon ami Chaban, déjà, à la base, qu'est-ce qu'on reproche à Khaled Drarni? On lui reproche d'avoir fait son travail. Ça, c'est la définition parfaite de la dictature algérienne exercée par son ambassadeur Abdelmajid Tebboune. Je tiens quand même à rappeler que le métier de journaliste ou bien de la presse indépendante en Algérie avait, durant toute la présence du système algérien depuis 1962, des difficultés d'exercice, la mainmise sur la plupart des médias qui rend encore plus difficile le métier de journalisme. Déjà les pressions et les répressions policières ordonnées par ce même régime. Donc nos journalistes sont interdits aujourd'hui d'exercer leur métier. C'est une stratégie qui s'inscrit justement, qui est mise par le régime afin d'étouffer, d'intimider ces gens qui éveillent les consciences, ces gens qui donnent l'information, parce que le régime, par le biais de ses actions, veut booster uniquement les médias. D'ailleurs, on le sait très bien que les orientations financières aujourd'hui sont données uniquement aux médias de propagande, aux médias du régime. Donc, pour lui, écarter toute sorte de presse indépendante servira par la suite à étouffer de tout ce qui est des affaires comme l'affaire Sonatrach, comme les affaires de corruption, comme ces affaires du téléphone en justice, comme les incarcérations, parce que aussi il faut qu'on rappelle aujourd'hui qu'il n'y a pas que les journalistes qui sont réprimés dans ce sens. Même le simple citoyen n'a pas le droit d'exprimer ses opinions aujourd'hui. C'est ce qu'on reproche aussi à Karim Tabou, c'est ce qu'on reproche à tous les détenus d'opinion. Donc le régime est dans une suite logique. Donc lui, il veut à tout prix casser la révolution en cours. Donc c'est le seul objectif du régime aujourd'hui, c'est de renforcer d'un côté sa dictature et d'étouffer la révolution, la belle révolution. Pour vous, je vais revenir dans quelques instants à Massinissa Amraoui, mais pour vous, effectivement, cette période de Covid, le pouvoir l'utilise aussi pour continuer dans ses pratiques incarcérées, essayer de faire les choses un peu plus facilement. Alors en douce, c'est pas possible puisqu'on voit bien que les ONG, les confrères, consoeurs du monde entier réagissent. Mais est-ce que cette période, ils souhaitent utiliser quelque part, sans faire de démagogie, mais un peu cette période pour continuer un peu ces méthodes? La pandémie en cours est une occasion en or pour le régime algérien. Au lieu d'offrir les conditions nécessaires aux Algériens afin de vivre mieux cette période difficile de notre histoire. Déjà, comme vous le savez, en termes d'infrastructures sanitaires, on est vraiment l'un des pays les plus médiocres concernant ce volet. Et en même temps, on le sait tous qu'aujourd'hui l'Algérie, malgré que les chiffres sont erronés, malgré on voit le taux de mortalité qui quand même atteint les 10%. Donc on est le pays qui enregistre le plus de morts en Afrique. Donc le régime, au lieu de trouver des remèdes afin que les Algériens vivent mieux cette crise, il profite avec sa lâcheté afin d'emprisonner davantage des gens qui font que leur boulot, comme les journalistes, comme les militants, comme tous les gens qui souhaitent justement informer la presse indépendante, les intimidations concernant des chaînes aussi indépendantes. Donc il est vraiment dans son rôle de dictature. Donc aujourd'hui, le régime algérien profite de cette pandémie pour réprimer davantage
toutes sortes de lumières. Merci Nassim, restez avec nous. Massinissa Amraoui, vous allez bien évidemment réagir et rebondir sur les points qui vous semblent essentiels. Je voudrais juste revenir sur les propos d'Abdelaziz Rahabi qui dit « La situation des médias en Algérie ne changera pas sans la mise en place d'un arsenal juridique qui régule les relations avec l'autorité et la société ». Un arsenal juridique, qu'est-ce que vous comprenez quand on sait que, on sait très bien qu'aujourd'hui il y a un amalgame, il y a aussi une pression juridique du pouvoir, on l'a bien vu lors d'une interview. Est-ce qu'il faut encore un arsenal juridique, des pressions supplémentaires? Allô? Oui, on vous entend, Massinissa. Alors, ce n'est pas une question d'arsenal juridique ou d'une belle constitution en Algérie. C'est une question de pratique. Le système, l'ADN même du système, c'est de détruire tout ce qu'il ne contrôle pas. Quand il n'a pas la même mise sur un média, sur un journaliste, il a tendance à le détruire. Et ça, on le voit depuis 62. C'est le cas de Khaled Darani, par exemple. Il dérange parce qu'il a couvert le Hirak depuis le début. Et c'est le correspondant des médias. C'est peut-être aussi, gardez la parole, mais c'est peut-être aussi ces quelques journalistes qui sont aussi compétents que les autres journalistes qui sont en Algérie, mais peut-être que les journalistes en Algérie sont malheureusement aussi dans leur territoire, alors que peut-être Khaled Drareni, lui, voyage aussi, est correspondant pour RSF, correspondant pour d'autres grandes chaînes de télévision. C'est ce qui fait peur au pouvoir, d'avoir peut-être comme ça des journalistes qui demain peuvent collaborer professionnellement avec d'autres médias et puis dire les choses, puisqu'on sait qu'aujourd'hui il y a des dossiers, il y a des très gros dossiers qui sont en suspens et qui font polémique en Algérie, dans les affaires, dans la corruption, dans des choses un peu très dures en termes de correction. Effectivement, c'est pour ça actuellement le régime essaie de faire peur même aux militants qui publient. Déjà, j'en profite de l'occasion, comme je suis sur l'antenne, de lancer un appel à tous les militants de faire leurs vidéos, d'écrire des messages en anglais et de balancer ça sur Twitter. Il faut inonder Twitter. Avec l'avancement du numérique, on est tous des journalistes potentiels en quelque sorte. Restez avec nous. Oui, allez-y, Massinissa, allez-y. Regardez par exemple l'un des journalistes qui était avec Tebboune, le Moustapha Hamissi. C'était le tête de liste du PLV, le Parti des libertés et de la justice pour les législatives 2007. C'est aussi un enfant du système. C'est un groupe de mafias qui font tout entre eux. Il y a El Watan aussi qui a fait polémique avec une grosse déception. Certains se sont exprimés. El Watan fut une époque, c'était El Watan. On attendait avec impatience les chroniques et aujourd'hui on a l'impression aussi que sa direction tourne un peu et s'engage avec le pouvoir, limite ce vent. C'est ce qu'on a lu aussi encore une fois tout au long de cette semaine. Oui, tout à fait. Donc, on voit clairement le changement de la ligne éditoriale de l'OATAN. Et si je ne dis pas de bêtises, normalement, ils ont bénéficié même d'une page ou une page et demie de publicité, ce qui n'était pas le cas avant. Si vous êtes dans notre clan, vous êtes récompensé. Sinon, voilà, c'est le cas de Radio 1 et Maghreb Émergent qui sont censurés, quoi. Et tous les autres. C'était... Pour ne citer que, alors je rappelle, si je ne me trompe pas, il y avait El Watan, il y avait Chab, enfin il y avait comme ça de trois médias, de l'horizon aussi, de 3 médias qui ont été sélectionnés malheureusement sur le tri, avec une interview qui a été enregistrée en 2 parties, avec face à un président, et on a senti, les questions étaient très, très critiquées. Puis je rappelle aussi aux téléspectatrices, aux téléspectateurs, lorsqu'un chef d'État se donne à ce jeu d'interview, en tout cas, c'est en direct. On va se faire une petite pause, on va revoir la deuxième et dernière partie des hommages à Khaled Drareni, qui est ce journaliste pour l'instant malheureusement incarcéré. Et en fin de partie d'émission, on rendra bien évidemment hommage à ce personnage, ce talent, cet homme de cœur, de valeur qui a maintenant, grâce à ses mots, grâce à ses textes, ses mélodies et puis son engagement, sa résistance pour le monde amazigh, pour la chanson kabyle, on lui rendra hommage. On aura au téléphone avec nous donc plusieurs de ses amis, ses proches, des artistes
artistes, notamment Ali Amran, auteur, interprète, compositeur, Akli Melouli, qui est consultant stratégie en développement, qui est élu de la République française, mais qui est un très proche de Idir. Et puis on aura aussi Farid Galaxy, artiste et animateur de télé, notamment longuement chez BRTV, nos confrères. Le soutien à Khaled Draheni, partie 2, et on se retrouve tout de suite après. Exprimer ma solidarité avec mon collègue algérien Khaled Draheni, aujourd'hui emprisonné en Algérie pour avoir exercé son métier de journaliste et pratiqué le droit à l'information. À cette occasion aussi, les journalistes membres du réseau marocain des journalistes d'émigration expriment leur solidarité à Khaled et nous exigeons sa libération immédiate. I am here to call action to Khaled Draheni for his immediate and unconditional release and stop of restrictions for all Algerian media. Je veux exprimer toute ma solidarité à Khaled Draheni, collègue algérien, fondateur du site Kashpa Tribune, qui se trouve en ce moment en prison simplement pour avoir couvert de façon transparente les manifestations du mouvement Irak en Algérie. Je soutiens Khaled Draheni et je demande sa libération immédiate. Khaled Draheni n'a pas sa place en prison, mais sur le terrain à documenter son pays. Il est urgent que cessent les restrictions qui entravent chaque jour les médias indépendants algériens. تضامني مع الزميل خالد الدراني من الجزائر والذي يتعرض اليوم إلى الظلم نتيجة اعتقاله وتوقيفه من قبل السلطات الجزائرية على ما قام به من دور مهني في تغطية المسيرات السلمية وبطريقة حضارية. نحن نعلن وقوفنا وتضامننا مع الزميل خالد ومع جميع الزملاء الذين يتعرضون اليوم على مستوى العالم إلى الظلم. Le journalisme n'est pas un crime. أدعو لإطلاق الفوري للصحفي الجزائري خالد الدراغني بجانب حث السلطات الجزائرية على وقف الانتهاكات في مجال حرية التعبير والصحافة ووقف المضايقات للصحافة المستقلة والإعلام في الجزائر. Khaled, comme tous ses confrères, ne fait que servir un droit fondamental du peuple algérien, le droit de savoir tout ce qui est d'intérêt public, un droit sans lequel le peuple ne peut être souverain, un droit qui est l'une de ces libertés fondamentales pour lesquelles le peuple algérien s'est battu afin d'être indépendant. Libérez Khaled, laissez la presse librement travailler. Voilà, Amnesty International qui se mobilise, les réseaux sociaux, mais aussi les plus grandes ONG pour dénoncer cette dictature de ce pouvoir algérien qui malheureusement emprisonne toujours, incarcère toujours, et notamment ces jeunes blogueurs qui, comme ce jeune Walid dont on en a longuement parlé, qui informent et qui disent ce qu'ils ont à dire sur les réseaux sociaux. Et puis je crois qu'on est maintenant dans les années 2020, c'est aussi ça, les nouvelles formes de communication. Pour votre information, la chaîne 3 a été aussi soumise à ce que toutes les émissions sont invitées à soumettre les noms avant tout enregistrement et passage en direct. Donc c'est pour vous dire un peu à quoi est soumis certaines rédactions comme la chaîne 3. Il nous reste 4 minutes chacun, messieurs, avant d'accueillir nos invités pour rendre hommage à Idir. Peut-être une réaction, Nassim Messaoudi, sur cette révolution qui pèse quelque part. Est-ce que vous sentez que même si on a une pause avec ce Covid-19, mais que cette révolution, elle continue à peser Certainement, évidemment, parce que déjà on l'a vu avec cette mobilisation algérienne justement par des comités Stop Covid un peu partout dans toutes les wilayas d'Algérie, donc c'est un petit peu la dynamique émise par la révolution en cours qui a poussé les gens à s'organiser, à faire un travail remarquable. Je l'ai
dit, malgré le manque de moyens, les Algériens ont su comment bien gérer cette crise, comment bien lancer des actions au sein des villages, au sein des petites villes, même à l'échelle nationale. Franchement, c'est remarquable et ça, c'est le fruit de la révolution en cours. Je reviens vers vous, Massinissa Amraoui. Peut-être une réaction aussi sur la révolution. Vous faites partie donc vous êtes membre Action citoyenne pour l'Algérie. Peut-être, est-ce que pour vous cette révolution, elle aura aussi un rôle à jouer? Est-ce qu'elle pourrait partir comme fut une époque, c'est-à-dire il y a quelques semaines maintenant? Est-ce que nous avons perdu Massinissa? Massinissa, vous êtes avec nous? Oui. Ouais. Peut-être une réaction aussi sur cette révolution qui, selon vous, continuera. Est-ce que vous ressentez notamment avec... Alors, pour la révolution, je pense que le peuple algérien n'a pas trop le choix. La question est, est-ce que le peuple algérien veut de sa démocratie décrite par Tebboune et ceux qui l'ont mis là où il est aujourd'hui? J'imagine que non. Donc, le Hirak doit reprendre, la société civile doit s'organiser, mobiliser, il doit y avoir des syndicats partout, les étudiants au sein des facs doivent s'organiser pour accoucher. Bon, de toutes les façons, en ce moment, au jour d'aujourd'hui, on est encore loin de la chose politique. Du moment que le régime est là, on ne peut pas parler politique avec les militaires. Ce n'est pas possible. Pour ce qui est de Khaled Drarni, tout à l'heure, j'avais oublié de mentionner comme quoi, voilà, on assiste à une machine de propagande, bien définie sur leur feuille de route, parce que il y a 2 semaines avant, c'était le procureur général de la Cour d'Alger qui charge Drarni sur le JT de 20h, le 1TV. Donc, c'était un véritable procès contre lui sans la présence de ses avocats. Ce qui va à l'encontre d'une procédure judiciaire normale. Tebboune, ensuite, il vient juste pour le charger encore davantage. C'est la première fois on se retrouve qu'on était passé d'une justice par téléphone à une justice carrément sur les antennes. On connaît les résultats bien avant l'instruction et le passage devant les juges, puisque ces chefs d'inculpation que dit Tebboune n'existent pas dans le dossier. Et c'est clair, pour donner du crédit à ses propos, il a fait un amalgame de fake news. Voilà, c'était une atteinte carrément à la personne de Khaled Drarni sans preuve. Campagne mensongère, faisant un amalgame entre les RSF, Robert Mina, complot, espionnage, et voilà, avec l'étranger. Alors que c'est tout le monde qui se rend aux ambassades, les ministres eux-mêmes se rendent, ils sont souvent invités et tout ça. Donc voilà, on est carrément dans le total, c'est l'installation d'une dictature au sens propre du terme, et ils se donnent les mécanismes nécessaires grâce aux lois liberticides qu'ils ont votées ces jours-ci, et d'autres vont venir. Même demain, vous prenez une petite pancarte, un dessin qui n'est un dessin non rendu public, vous êtes passible de passer des jours en prison, quoi. Massinissa, avant de vous libérer, peut-être un mot sur Idir. C'est la dernière question que j'allais vous poser, un message. C'est bon, un artiste, comment le présenter, mais je vous laisse la parole. Peut-être une anecdote, une chanson qui vous aura marqué, un petit message. Alors, Idir, c'est un peu notre papa à tous. L'une de mes chansons préférées, c'est sa deuxième chanson, juste après Vava Nouva. Voilà, elle évoque un peu les racines de toute l'Afrique du Nord. Elle s'appelle Moukla. Oui. Donc voilà, il parle de Jugurtha. C'est une chanson écrite par Ben Mohamed. Une occasion de lui rendre un petit hommage aussi. Okay. Donc voilà, c'était un ambassadeur de la chanson kabyle, en particulier de la chanson algérienne, ou amazigh nord-africaine dans sa globalité.
voilà, moi, je ne peux pas parler de lui au passé. Pour moi, il est toujours là, il est en chacun de nous. Voilà. Merci, on sent. Merci Massinissa, merci d'avoir été avec nous. Massinissa Amraoui, ingénieur informatique. On peut vous retrouver sur votre site internet, vos réseaux sociaux, Action citoyenne pour l'Algérie. Pareil, une petite minute pour rendre hommage à Idir. Peut-être, je sais que vous y tenez, puis vous avez installé ce décor magnifique derrière avec ce beau portrait. Bah oui, moi je ne crois pas encore que Idir soit mortel. À mon sens, il est immortel car c'est un monument, c'est un musée c'est un musée culturel. Je pense que il fait l'exception des artistes en Algérie et en Afrique du Nord, car Idir il a marqué toutes les générations. C'est pas un artiste d'une génération, c'est un artiste de toutes les générations. On a grandi avec. Durant nos excursions quand on était enfant, durant nos colonies de vacances quand on était enfant, on chantait tous Idir. Donc Idir, justement, dans ses chansons, exprimait cette profonde tristesse de nos villages. Il exprimait aussi la profondeur du patrimoine en Kabylie. Le combat silencieux mené par nos femmes, par nos mamans et les femmes en général. Donc, Idir, c'est cette voix qui a internationalisé la voix de toute l'Afrique du Nord. Donc, on a perdu Idir, on a perdu notre voix. Donc, merci. Je tiens vraiment à lui rendre hommage. Merci. Je précise que Idir est immortel. Ses œuvres resteront gravé dans les mémoires. Merci, je sais qu'on pourrait en parler longuement. Merci en tout cas Nassim d'avoir été avec nous, Nassim Essaoudi, ingénieur en numérique. Alors bien évidemment, Idir, on va en parler dans quelques instants avec nos invités. Idir, c'est un modèle de résistance, c'est un artiste à grand cœur, 40 ans de carrière, très vite, il deviendra l'ambassadeur de la chanson kabyle à l'international. Une de ses plus belles chansons au départ, Vavaïnouva, elle sera traduite auprès de 77 langues dans le monde entier. Il sera surnommé le Aznavour, le Brassens kabyle. Le succès et la popularité ne lui feront pas oublier d'où il vient. Il restera attaché à son pays, l'Algérie, et à ses racines. Ses racines, son identité de toujours, très profonde. La Kabylie, Idir aura toujours, sachez-le, refusé d'obtenir la nationalité française. Après 38 ans d'absence, il effectue son grand retour à la Coupole d'Alger. C'est en janvier 2018. Ça sera le dernier concert en Algérie à l'occasion du Yanayel. Alors, Idir, c'est le chanteur et l'homme au grand cœur. Tant de bonheur offert à des centaines de milliers de fans tout au long de ces années, d'amis, de proches. Idir était aimé, reconnu dans le monde entier, humaniste et engagé. Un homme qui passera sa carrière à donner de l'amour et à imposer son engagement pour la cause amazigh dans ses mélodies. Beaucoup d'hommages. Il y a un hommage, on ne pouvait pas en prendre plusieurs, il y a eu des centaines et des centaines d'hommages. La presse internationale en a parlé, les artistes en ont parlé, les responsables politiques du monde. Mais voilà, un jeune artiste marocain qui s'appelle Ismail Lioui, qui s'amuse comme ça sur une table avec du sel à réaliser des portraits. Vous pouvez aller sur sa page Facebook et vous allez à Instagram aussi, aller voir un certain nombre de portraits. Voilà, je voulais juste distinguer un peu les hommages qui ont été donnés dans le monde entier par cet artiste. Ali Amran avec nous. Bonjour Ali. Allô, bonjour. Bonjour Ali, ça va? صحتي علي صحت مثل ذاك جيدنا. Merci Ali d'être avec nous. Alors on peut la faire en kabyle ou en français bien évidemment. Hein. Je rappelle que voilà, ce qu'Idir a montré et a donné la chanson kabyle au monde entier. Ben Ali Amran, moi je t'ai vu encore sur scène il n'y a pas si longtemps en duo, quelque chose d'improvisé. Tu connaissais Idir aussi très bien. Peut-être une réaction, un hommage, un moment qui t'aura marqué. Ah ben, dire, on ne sait pas exactement par quoi commencer, parce qu'il a tellement apporté, aussi bien par son art,
la chanson, que par ses interventions, que par le parcours qu'il a fait, que c'est énorme. Donc c'est une grosse perte, évidemment. Qu'est-ce qui fait que, bon, nous on se connaît maintenant depuis un bout de temps, puis j'ai le plaisir de te recevoir sur d'autres plateaux. Qu'est-ce qui fait, tu as un style de chanson kabyle très particulière, avec des mélancolies, des textes très très profonds, et puis avec un côté un petit peu aussi, un peu rock, quelque chose de nouveau, où il n'y a pas spécialement il n'y a pas du tout de fioriture. Donc tu fais partie aussi de ces artistes qui arrivent à se distinguer. Comment un chanteur comme Idir, dans les années 70, selon toi, a réussi à se distinguer, et puis en montrant, en faisant voyager la chanson kabyle à travers les temps, à travers le monde entier? Par son génie, son intelligence, sa créativité, évidemment. Mais je pense que le point qui peut-être a fait en sorte qu'il soit adopté et qu'il ait pu créer cette nouvelle musique et la faire accepter aussi par la société, c'est qu'il a fait un lien entre le patrimoine qui était existant, le patrimoine kabyle, du chant kabyle, et une musique, la musique universelle qui vient d'ailleurs. Il a réussi en quelque sorte, à trouver un lien qui faisait que même si la musique qu'il a créée à ce moment-là était nouvelle pour la société, mais elle n'était pas étrangère. Et c'est le génie de Idir d'avoir pu trouver cet équilibre qui est très, pas facile, quoi. Et ça a fait tout de suite sa musique a accroché. Et voilà, aujourd'hui, ça fait partie du patrimoine. C'est énorme. C'est-à-dire, ça a fait avancer la société de ce point de vue. On sait très bien que le peuple amazigh, le peuple kabyle a toujours marché, et puis c'est aussi un peuple qui est encore aujourd'hui oublié à l'abandon du pouvoir, et c'est grâce aussi à ces artistes, mais comme toi aussi, et puis à d'autres invités qui vont nous rejoindre dans quelques instants, qui fait que le combat continue. Hein. Il disait longuement qu'il avait vite compris qu'une pancarte pouvait s'oublier, mais en tout cas une chanson, ça reste. Ah oui, ça reste, surtout pour des cultures comme la nôtre. Ouais. C'est pratiquement le vecteur, le principal vecteur, presque le seul, quoi, de cette culture. C'est dans la chanson qu'on travaille la langue, c'est dans la chanson qu'on transmet des messages, c'est à travers la chanson qu'on fait plein de choses, et elle fait partie de la société, de la vie de tous les jours, c'est important. Ali, avant de te libérer, peut-être un moment qui t'aura marqué avec Idir, peut-être sur scène ou privé, un instant, quelque chose qui, je sais qu'il y en a eu plein, mais peut-être qui te restera longtemps. Idir, par exemple, je me souviens quand j'ai enregistré la chanson Sfina qu'on avait chanté ensemble, il était venu de sa grandeur, il est connu, il est reconnu à l'international, mais quand il arrive au studio, tu vois, il est d'une simplicité, une humilité, oui. Incroyable, désarmante, quoi. Et donc il y a comme ça des souvenirs, aussi bien de musique que comme ça d'échanges humains. Des échanges humains qui restent en tout cas. Merci, merci Ali, merci Ali Amran, merci Ali Amran, qu'on connaît, artiste, chanteur, compositeur, que vous pouvez retrouver sur scène et sur, bien évidemment, ses derniers albums. Merci Ali, bonne continuation, à très vite. C'est vrai que Idir était humble. Bon, moi, j'ai eu le plaisir d'animer une première scène il y a quelques années, et c'est vrai qu'il m'avait accueilli, il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, plus de 20 ans, mais c'est vrai que son accueil, toujours l'humilité. Avec nous, Akli Melouli, bonjour. Téléspectatrices et téléspectateurs.
téléspectateurs. Bonjour à Akli, j'espère que tu vas bien. On a eu le plaisir de se voir sur ce plateau. Ben, pareil, peut-être d'abord pour commencer un message. Voilà, on t'a appris la nouvelle, alors je sais que tu étais aussi proche de Didir, hein, ami, proche. Comment tu as, voilà, comment t'as pris ça? S'il y a des mots pour l'exprimer. Il n'y a pas de mots pour exprimer cette perte, parce que je crois qu'on ne trouvera pas les mots. C'est tellement difficile à vivre pour tout le monde, pour ses fans, pour la culture amazigh, pour le travail qu'il a fait. D'ailleurs, au passage, je voulais saluer Ali Amran, parce que j'aime beaucoup la chanson Tavaliste, qui est un monument aussi. Et puis Farid qui va passer après, passe aux autres. Mais c'est vrai qu'on ne trouve pas les mots. On est abattu. On savait qu'il était malade, mais on s'attendait pas à ce qu'il parte si vite, surtout que la veille ou l'avant-veille, les gens l'avaient eu, ça allait bien. Enfin, voilà, mais bon, c'est une terrible nouvelle et c'est une grande perte pour l'humanité. Akli Melouli, bon, vous êtes consultant, vous êtes dans le développement, la stratégie, mais vous êtes aussi, bon, je rappelle, vous faites à peu près le même métier, puisqu'on peut vous recevoir sur vos interviews. Et vous êtes aussi quelque part militant, élu politique. C'est quelqu'un qui a toujours, qui a toujours cru en son peuple, en sa patrie, d'abord en Algérie, mais aussi en la mazirité, au peuple kabyle. Juste avant de vous redonner la parole, concernant la révolution algérienne, il dit « J'ai tout aimé de ces manifestations, l'intelligence de cette jeunesse, son humour, sa détermination à rester pacifique. J'avoue avoir vécu ces instants de grâce depuis le 22 février comme des bouffées d'oxygène, dire avec beaucoup d'humour. Il faisait notamment allusion à ces problèmes de santé. Et il dit, de toute façon, nous sommes condamnés à réussir. Continuons donc à réfléchir en termes de nation algérienne vers le progrès. Si nous restons unis, personne ne pourra le faire. Donc c'était quelqu'un, vous qui l'avez côtoyé aussi à titre privé, c'est quelqu'un fallait que le combat continue. Dire c'est quelqu'un de conviction, c'est un homme qui partage ses valeurs d'humanisme, de progrès, de solidarité, c'est quelqu'un qui est dans la fraternité, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie. Idir était très admiratif des gens qui étaient militants. Il avait beaucoup de respect pour les militants, et pour les gens qui étaient engagés, c'était vraiment quelque chose. Et vous avez vu, je suis élu sur Bonneuil, je vous donnerai une anecdote, mais sur des choses comme ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui avait... Et puis Idir, ce qu'il caractérisait, Ali l'a dit à la fin, c'est son humilité et sa discrétion. C'est-à-dire qu'il arrive dans un endroit, vous pouvez ne pas l'apercevoir. Il était d'une humilité, d'une discrétion, mais il était d'une intelligence rare. Tout à l'heure, vous disiez qu'est-ce qui a fait qu'il a propulsé sa musique. Je crois que c'est le timbre de sa voix. Il avait une voix particulière qui était empreinte de sincérité. Quand on parle avec Idir, ou quand on le regarde, ou quand on écoute ses chansons, on sent de la sincérité, on sent que ce qu'il fait, il le fait par passion. Et il arrive à transcender les gens parce qu'il arrive à leur transmettre cette passion et cette sincérité. Même si on est encore jeune, il y a eu nos parents, nos grands-parents, et dire c'est plus de 40 ans de carrière. Mais malgré cette nouvelle génération de musicalité, ces nouvelles mélodies, etc., avec, je sais pas, bon, moi j'appelle ça avec des fioritures ou des sons un peu informatisés, etc., Idir a su garder quand même toute l'originalité des timbres, des mélodies kabyles avec des textes profonds, mais qui de génération en génération, ça prend et ça passe toujours, hein. Oui, parce que ces chansons, c'est celles qui nous parlent toujours. Elles nous parlent de l'humanité. Il a su trouver les mots pour nous transmettre le patrimoine. Vous savez, aujourd'hui, tous ces grands artistes comme Lounis Saïd Menguillat, Sliban Azem avant lui, Mato Blounes, Chilif Khaddam, Aït Menguillat. Menguillat, il est encore vivant, mais Lounis, c'est pour ça que je dis Lounis, Kamel Hamadi et beaucoup d'autres, ils ont su nous transmettre cette culture. C'est eux qui ont pu faire traverser des siècles à la culture amazigh, c'est à travers le chant qu'on a pu retrouver qu'il y a des chansons qui sont sur l'altérité, sur la vie. Quand il dit que et puis il y a de la moralité dans ces chansons, il y a de la vertu. Quand il dit que la mère, quand elle parle à Sophor, quand elle explique pour élever son fils, elle explique à son fils qu'il faut qu'il veille sur son petit frère parce que quand il sera grand, son petit frère sera là pour veiller sur lui, sera à ses côtés pour l'accompagner. C'est-à-dire qu'il chante aussi la solidarité, le fait d'être social, de se construire. Quand il parle du vase sur le Mana, quand il interroge ses enfants pour savoir s'ils ont compris son héritage, il parle de l'héritage c'est philosophique, c'est tout l'héritage amazigh. Est-ce qu'on transmet l'altérité, est-ce qu'on transmet à nos enfants? Et c'est ça le patrimoine d'Idir. C'est un patrimoine de transmission, de partage, de solidarité, de fraternité. C'est un partage d'humanisme. Il dépasse largement
la culture amazigh. C'est-à-dire qu'il a mis la culture amazigh dans le monde et le monde dans la culture amazigh. Dernière petite minute, un moment qui vous aura marqué à titre privé ou un moment d'ambiance dans un concert qui restera vraiment, Akli? Alors moi, il y a un moment plus particulier, je ne parlerai pas de choses plus parce que je pense que ça fait partie des choses de la famille. Je pense qu'il faut garder l'humilité comme il l'a toujours appris. Mais il y a un moment, on avait fait un spectacle avec Salah Gawa et Géraldine Binichou, ça ne dira rien le nom, mais vous la connaissez, c'est elle qui avait mis en scène, comment dirais-je, Barbès Café au Cabaret Sauvage. Vous savez, Barbès Café, le spectacle. Et elle avait fait un spectacle qui était Poste à valise, c'est des femmes qui se racontaient, des femmes de toute origine qui se racontaient à travers leur parcours d'exil. Et donc, on avait, ça a duré quelques mois, il y avait une représentation finale, un samedi soir, et j'avais dit à Idir, à Habib, si tu peux passer, ce serait vachement bien pour ces femmes, en plus tu verras. Je lui ai parlé du projet, qu'il avait vachement apprécié, et donc il m'a dit, écoute, à l'époque il tournait beaucoup, donc il m'a dit, écoute, si je ne tourne pas, je te promets, je viendrai pour voir ces femmes et tout ça. Et on l'a vu arriver, il y avait Sabrina qui était là derrière, d'autres gens qui étaient venus, d'autres amis. On l'a vu arriver à 19h, le spectacle était à 20h30. Il est arrivé à 19h. Écoute, il est reparti à minuit et quelques. Il est resté toute la soirée. Et le problème d'Idir, quand les gens disaient les proches, c'est Idir qui était proche des gens. Et pendant plus de 5h, 6h, il était disponible, il a parlé avec tout le monde. Je ne sais pas comment il faisait, cette humilité, cette empathie. Il a parlé avec tout le monde, des gens qui lui racontaient des anecdotes de villages, de cousins qu'il avait connus et s'il connaissait son cousin de cousin là. Enfin, les gens lui parlent et il prenait le temps, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que il était humble et... Il était humble et naturel. Merci infiniment, Akli. Je sais qu'on pourrait en parler, longuement. Merci d'avoir été avec nous, proche de la famille, amis aussi. Et puis, merci pour ces anecdotes. On va terminer avec Farid. Farid Galaxy. Bonjour, Farid. Allô? Oui, Farid, tu m'entends? Oui. Bonjour, je t'entends très bien. Écoute, merci. Bienvenue, Farid. Bienvenue Farid, on va terminer avec toi, on se connaît nous depuis quelques années, les débuts de BRTV, tu as côtoyé Idir longuement, tu l'as reçu, d'abord je rappelle que tu es artiste, animateur TV, voilà quelques mots, voilà, tu as la parole, quelques mots sur Idir avant de te libérer. Bah, quoi dire en fin de compte sur Idir? Je pense que les choses ont été dites, c'était un artiste, c'était un humain, c'était un humaniste, c'était quelqu'un effectivement qui transmettait sa culture, qui savait la transmettre. Et voilà, je pense que les choses ont été dites, que ce soit Ali ou que ce soit Akli. Voilà, je pense qu'ils l'ont côtoyé également. C'est quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un qui va vers les autres, c'est quelqu'un qui va se baigner dans la foule, qui a besoin des gens, qui a besoin de se rapprocher du peuple. C'est un truc de ouf. Voilà, c'est vrai qu'il nous manque à tous, parce que quand il était là, finalement, il apaisait par sa présence, par son humour, par son humanisme, par sa simplicité. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Quand il était avec nous, finalement, on disait, mais dire tu es une icône. Et lui, il nous disait, mais non, moi je suis rien, je suis un homme, un chanteur, un artiste. Et voilà, et on disait non, pour moi tu es une icône, pour moi tu représentes toute cette amazérité. Voilà, et c'est quelqu'un qui s'est battu jusqu'au bout pour son amazérité, pour sa culture. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ça. Une anecdote, un moment bon, on aura le plaisir de se réinviter et puis de se retrouver ensemble pour parler d'Idir, mais peut-être d'un point de vue personnel ou lors d'une interview, voilà, un moment qui t'aura marqué avec... Deux moments peut-être qui sont extraordinaires à vivre. C'est Idir était en concert, ça devait être sur Ici les Moulineaux, et je lui ai présenté mes parents. Donc voilà, je connaissais la culture, je connaissais Idir, et j'avais besoin de présenter mes parents, parce que Idir, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a bercé le monde entier, qui a bercé ma famille. Et ça, c'était fort pour moi quand Idir a dit bien de moi à mes parents. C'était une fierté énorme, une fierté énorme. Ça, c'est une première anecdote. Et puis une deuxième qui est assez forte aussi, c'est que quand je lui ai demandé, j'ai sorti mon livre en Algérie qui s'appelle De la cité à la télé, et quand je lui ai demandé de me faire une préface, qui de mieux que lui pouvait me la faire, puisque mon livre était sorti en France et il partait en Algérie sous le titre De la cité à la télé, et il m'a fait une anecdote. Voilà, j'arrive même plus à, tu vois, une très très belle anecdote. C'est lui finalement qui parlait de moi, c'est lui qui me mettait en avant. Voilà, et ça m'a fait chaud au cœur. Merci Farid.
Merci infiniment Farid Galaxy, animateur, artiste qu'on a longuement vu sur les écrans, notamment aux côtés de BRTV. Dans quelques instants, vous allez donc apercevoir ces images avec en début nos confrères de Berber Télévision, Kamel Tharouet, l'ont interviewé en février dernier. C'était ses derniers mots, interview public. Les garçons, merci en régie de m'avoir accompagné pour réaliser techniquement cette émission. Idir, tes mots, tes mélodies, tes textes, ta voix ont traversé les terres, les mers, les océans, les frontières et les temps. L'homme que tu es, celui qui a gardé ses valeurs, celui qui n'a jamais oublié d'où il venait, l'artiste humble, a offert le plus beau sourire et le plus beau cadeau aux Algériens et aux Kabyles du monde entier. Depuis des décennies, tu as rendu célèbre et populaire la culture et la chanson kabyle. Ta plume et ton encre ont gravé l'histoire de la Kabylie, l'histoire de la chanson kabyle à travers nos cœurs et nos esprits. Idir, tu es et tu resteras. Celui qui écrit l'histoire est éternel. Sahaf Torkoum, bon appétit à tous. Sahal Ftoronoun. Je vous laisse sur ces quelques images pour terminer cette émission. À demain, dimanche, même heure, 16h30, pour un nouveau numéro de Sans Frontières. Ciao tout le monde, à la prochaine, Inch'Allah. Mais si j'écris cette lettre, c'est pour que tu saches simplement que je t'aime comme un fou. Même si tu ne le vois pas. Tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas.